Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur Digitalmen avec Lionel qui a préparé cet épisode avec brio. On vous dit tout sur la 5G. À tout de suite. C'est parti. Eh bien bonjour à tous pour cet épisode spécial 5G, un épisode qui va vous essayer de vous apporter les réponses aux questions fondamentales que vous vous posez par rapport à cette nouvelle technologie, parce que 2019, comme on le dit depuis le début de l'année et du CES et puis du Mobile World Congress, etc., c'est quand même un peu l'année de la 5G. Alors, d'abord, de la pub. De la pub, je suis le commis à la publicité. Donc vous pouvez vous abonner directement sur cette chaîne YouTube, cliquez sur abonner, vous pouvez nous ajouter également un petit plus, ça nous fait toujours plaisir. Suivez-nous également sur Facebook. Vous pouvez également nous suivre bien entendu en podcast pour ceux qui ne nous regardent pas, directement sur l'App Store, directement sur Deezer et maintenant sur Spotify. Voilà, la pub est faite, maintenant vous cliquez sur abonner et effectivement on vous en parle depuis le début de l'année. La 5G va-t-elle nous tuer? Parce que là on y va à foison dans tous les commentaires. Regardez, on vous met le lien vers la vidéo d'ailleurs, tous les commentaires qu'on nous a laissés sur effectivement les anciens épisodes sur la 5G, c'était à mourir de rire. Et donc, effectivement, ce petit récap. On dit question. Oui, en gros 10 points. Alors comme disait, je ne sais pas qui a cité, mais que la 5G c'était un bouleversement qui était plus important que l'arrivée de l'électricité. C'est-à-dire que c'est un vrai bouleversement, c'est pas simplement une communication plus rapide pour avoir des informations, c'est une vraie révolution dans nos communications. C'est-à-dire que on a depuis la fin des années 80, enfin non, le début des années 80, parce que c'était au début des années 80 qu'on avait les premiers téléphones qui ressemblaient à des grosses bananes. Voilà. Et à peu près, il y en a un pas mal, les Energizer. Et à peu près tous les 10 ans, on a une nouvelle génération. Alors l'analogique, puis après la 2G, la 3G, etc. Et là, on arrive à une 5e génération. Attention, on parle déjà, on l'a dit, de la 6G et de l'Internet quantique, mais ça c'est pour dans 10 ans. Donc ce qui est intéressant, c'est plus de débit, ça c'est clair, c'est plus d'appareils branchés sur une seule antenne, ça c'est clair, c'est 1 million au kilomètre carré, donc c'est beaucoup. Et puis c'est un temps de latence promis qui est 10 fois plus rapide, c'est-à-dire qu'on passe de 10 millisecondes à 1 milliseconde. Voilà. Mais quand on parle de 5G réel, parce que là finalement on est un petit peu entre les deux. On est un peu entre les deux, on est au début. Alors, on est au début. Concrètement, parce que on parle de la 5G pour tout, c'est-à-dire que globalement c'est un bouleversement, tu le dis global, mais globalement et concrètement pour ceux qui n'ont pas conscience forcément de ce qu'est la 5G, comment est-ce qu'on pourrait la résumer? Eh bien, on peut la résumer en disant, vous allez avoir avec votre téléphone portable la capacité de réceptionner de l'information comme si vous étiez connecté à la fibre. D'ailleurs, il y a des promesses au niveau des opérateurs de systèmes de triple play via la 5G. Oui, effectivement. On en a vu sur le Mobile World Congress, on en a vu sur le CES, des attentes extrêmement fortes. On peut même se demander finalement à quoi servent aujourd'hui les investissements dans la fibre, pour le particulier, j'entends, dès lors qu'on peut avoir une couverture à terme 5G. Disons que la fibre, elle s'est développée déjà depuis longtemps. Il y a plusieurs années, il y a 10-20 ans qu'on a commencé à fibrer. D'abord parce que les installations télécom sont reliées par la fibre. Et là, maintenant, c'est depuis une dizaine d'années, on va fibrer jusqu'au client final, jusqu'à son appartement, comme chez toi, comme chez moi. Et bien sûr, ça nous amène du débit. Mais la 5G, il va falloir installer des antennes et on va le voir tout de suite. Un petit chiffre pour simplement se donner une idée. Un film en 4K, c'est à peu près 50 gigas. Et bien en 5G, il vous faudrait 30 minutes pour le télécharger. En gros, le lire en streaming, puisque le film va durer 2 heures, vous n'avez pas de problème. Donc ça, c'est effectivement, on voit bien qu'on a une capacité donc de téléchargement, plus de débit, etc. C'est un bouleversement qui est sans discontinuer, parce que finalement, on parle de la 6G dans 10 ans. Depuis les années 85-90, dans lesquelles on voit apparaître les télécoms, notamment l'Internet, enfin le mobile, le début du WAP, etc., on s'aperçoit qu'il y a des bouleversements qui sont globaux. On n'arrête pas d'étendre la capacité de débit, donc la capacité de transférer de l'information. Alors comment on transfère l'information? Tout le monde sait, même si on le voit un peu moins maintenant, tout le monde a vécu les publicités des microprocesseurs qui nous disaient, voilà notre nouveau Intel Pentium 6, 7, 8, 10, 12 à tant de gigahertz, etc. Plus on augmente la fréquence porteuse, plus on peut passer d'informations, puisque la fréquence porteuse, c'est le nombre de pulsations par seconde, par définition. Donc si on augmente le nombre de pulsations par seconde, on peut se dire qu'à chaque pulsation, on envoie une donnée. C'est ce qui s'est passé en fait au niveau des télécoms. Et là, au niveau de la 5G, au niveau du fonctionnement,
tout ce qui est au-dessus de 6 GHz, c'est vraiment beaucoup d'informations qui sont transmises. Alors, il y a une petite carte que vous pouvez voir hein, sur le panel des ondes. Vous voyez que les ondes de la 5G sont des ondes beaucoup plus courtes que les ondes des autres technologies qui étaient la 4G ou la 3G. Et par le biais de ces ondes que l'on appelle aussi des microwaves, hein, qui sont des ondes dites millimétriques, eh bien, on va pouvoir transporter beaucoup plus d'informations. Et c'est ces informations-là qui vont nous permettre d'aller au cœur de certains systèmes et de révolutionner finalement la présence d'objets connectés et leur fonctionnement, et leur fonction de base. Oui. Mais on voit bien, effectivement, on en a parlé dans une précédente vidéo, cette difficulté, déjà, de déployer toutes ces antennes, okay, et puis aussi de l'autre, bien entendu, à avoir des fréquences qui sont stables, puisque le moindre changement, ne serait-ce que de la végétation environnante, pourrait bloquer ces ondes millimétriques. Donc ça, c'est encore les chantiers qui sont en train de travailler. Alors, on a des ondes millimétriques, celles qui correspondent à, pour faire court, à 25 GHz. Là, vous avez une petite illustration. Un opérateur va pas travailler qu'avec ces ondes-là, parce que ces ondes-là sont très courtes, sont arrêtées, comme tu le disais, par la moindre feuille. Donc, il est bien important pour un système où on a un puits de trafic, où on veut véritablement on est en plein cœur de la défense, en plein cœur d'un quartier d'affaires, etc. C'est souvent la défense, hein, vous remarquerez. Oui, mais parce que c'est un vrai problème télécom. Puits de trafic. Donc là, on va avoir besoin d'ondes millimétriques. Alors, comment ça va se passer? Il va y avoir, grosso modo, une antenne mère qui va rayonner sur des petites antennes filles qui seront placées au plus près de l'utilisateur. Et avec ce système-là, on va pouvoir déployer, mais ça va se déployer entre 2020 et 2025. C'est énormément d'équipements à déployer. Dans un premier temps, ils vont travailler avec des bandes de fréquences plutôt des 700 MHz, où on aura un débit comparable à la 4G. Et là, on a des ondes un peu plus longues, donc qui se font pas arrêter par la moindre feuille ou le moindre obstacle. Donc on a une belle portée, vous le voyez sur l'illustration qui vous est actuellement montrée. Et puis on va surtout travailler sur la 5G qui s'appelle Sub-6, c'est-à-dire qui est sur de l'équipement 4G, qui est non standalone, donc non autonome, mais qui travaillera sur des bandes de fréquences de 3,5 GHz pour faire court. Et là, on a une portée qui est à la fois, on a un mix entre la portée et le débit. Donc, on est bien d'accord que les antennes actuelles, les 4G, pour vous résumer, envoient et rayonnent avec un signal X, okay, alors que sur les antennes 5G, c'est un point de contact direct entre d'un côté l'antenne mère et d'un côté celui qui reçoit. Oui. Et c'est ce qui change fondamentalement le rapport à la connexion. Ouais, le rapport à la connexion est changé puisque vous êtes directement adressé par l'antenne plutôt que l'antenne. Là, vous avez un petit schéma. Encore une fois, merci les gens de chez Orange, c'est disponible sur leur site. Vous avez un petit schéma qui vous montre la différence entre une antenne 4G et une antenne 5G. L'antenne 4G, elle rayonne. Donc, elle envoie le signal à 360 degrés. L'antenne 5G va envoyer le signal en direction de l'utilisateur. C'est pour ça que l'on peut mettre plus d'utilisateurs sur une antenne. Et c'est aussi pour ça que vous allez pouvoir maximiser le débit. Moins de dispersion. Voilà, exactement. Donc là, on a un petit schéma qui vous montre les différents types d'antennes et les différents types de gestion. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que comme on va travailler sur plusieurs fréquences, eh bien on va adapter les fréquences, les opérateurs vont adapter les fréquences en fonction des lieux et en fonction des besoins. On parlait d'ailleurs, c'est Olivier Zrati, je crois, qui en parlait, de reverticalisation des réseaux, puisque finalement on va attribuer des fréquences propres à certaines utilisations. Alors, c'est quoi l'intérêt de tout ça? Parce que finalement, on s'aperçoit, on en a déjà parlé, il y a plein d'exemples qu'on voit sur le mobile, qu'on voit sur le NRF, qu'on a vu sur le CES, qu'on va voir sur Viva la semaine prochaine. Oui, c'est vrai que ça arrive. Exactement, c'est la semaine prochaine. Et en fait, globalement, l'intérêt dans tout ça, parce qu'il y a ceux qui disent c'est super, on va avoir plein de trucs, et puis ceux qui disent mais arrêtez, ça sert à rien et compagnie. On voit bien qu'il y a un intérêt fondamental dans des rapports très clairs sur la médecine, la télésurveillance et compagnie, mais globalement, quels pourraient être les usages et les intérêts? Alors, pour l'utilisateur de base que nous sommes, ça sera, par exemple, regarder un film en 4K. Bon, pourquoi pas. Sans support, sans support physique. Voilà, c'est-à-dire regarder un film en 4K directement par votre service de SVOD favori. Donc ça, c'est plus de data, plus de débit, donc plus de souplesse. Parce que finalement, on se dit, oui, aller plus vite, ça sert à quoi? On s'est bien rendu compte que quand on est passé de la 3G à la 4G, on est finalement passé d'une consultation sur Internet qui était très facile avec la 3G à la capacité en 4G de regarder des films. Et donc, beaucoup de personnes ont vu leur abonnement avec un nombre de gigaoctets de data autorisés par mois augmenter et puis regarder directement YouTube et compagnie, directement sur leur téléphone en 4G. C'est l'avenir presque. Voilà. On le voit bien sur l'iPad, d'ailleurs. Première chose sur les iPads.
ou les solutions cloud en général, on n'a plus de fichiers installés en local, on n'a que de fichiers qui s'ouvrent sur du cloudifié. Donc ça c'est la première chose. Pour l'utilisateur final, ça sera encore plus de rapidité pour aller consulter. Alors évidemment, celui qui écoute Spotify à longueur de journée, la musique n'est pas forcément quelque chose qui consomme beaucoup de data, donc ça ne va pas améliorer. Mais par contre, pour la vidéo, oui, on va pouvoir améliorer la qualité, ça c'est clair. Mais si ce n'était que ça ne serait pas du tout une révolution, ça serait juste une étape de plus. Exactement. Par rapport aux autres. Par contre, pour tout ce qui est industriel, transition fabuleuse. c'est-à-dire transition fabuleuse, pour tout ce qui est industriel, c'est-à-dire réglage à distance, contrôle à distance de machines pour l'industrie 2.0, de robots, contrôle à distance d'appareils qui peuvent être des appareils de domotique, contrôle à distance de surveillance médicale et tout le spectre, tout ce qui sera dans la sécurité, et puis évidemment les voitures autonomes, la ville connectée, les installations de la ville connectée comme les feux, etc. Donc on voit bien que l'on va pouvoir, puisqu'encore une fois au kilomètre carré on va pouvoir connecter à peu près 1 million de devices, 1 million de dispositifs, ça veut dire que l'on va pouvoir irriguer complètement notre environnement avec des objets qui sont connectés et qui vont pouvoir rendre des services grâce à cette connexion. Et c'est en cela que c'est une révolution qui est aussi importante que l'électricité. Parce que d'un seul coup, tous les objets du quotidien, pour un industriel, pour des services de la ville, pour des services de santé, pour des services d'urgence, vont pouvoir redonner de l'information. Alors évidemment, quid de la cybersécurité, on en parlera avec les acteurs qui sont les acteurs sous-jacents. Mais on voit ça dans quelques minutes. Oui, n'anticipons pas, il y a un spiel, on essaye de s'y tenir. Donc, on voit bien, beaucoup moins de latence, jusqu'à 10 fois, jusqu'à la promesse du zéro latence. Donc jusqu'à l'optimisation, même en cas d'usage, je t'en parlais, de l'automobile et de la réduction dans le transport, notamment de marchandises, cette réduction de convois qu'il pourrait y avoir et de cet espace entre les camions, puisque zéro latence, donc naturellement plus de réactivité. Globalement, la France, elle se situe comment là-dedans, par rapport aux équipements, aux constructeurs, par rapport à ces acteurs qui contribuent finalement à la mise en place de la 5G matériellement parlant? Alors aujourd'hui, on a globalement la France et l'Europe. En fait, l'Europe, c'est un joli continent fait de plein de petits pays, et donc tout le monde a un petit peu sa politique, c'est-à-dire j'attribue mes fréquences. La plupart des fréquences millimétriques étaient des fréquences déjà exploitées pour des militaires, pour des contrôles radars, etc. Donc il faut libérer des fréquences. Nous en France, évidemment, c'est l'ARCEP qui s'en occupe. Ça n'a pas forcément pris beaucoup d'avance. C'est vrai que c'est un petit peu en retard par rapport aux États-Unis. Mais on n'est pas mal placé. On est simplement dans le peloton européen, où le peloton européen n'a pas vraiment une stratégie 5G. C'est un peu dommage parce que d'une certaine façon, c'était là où, plutôt que de faire cavalier seul avec des gouvernements qui, pour certains, vont essayer de vendre les fréquences très chères, donc ils vont faire un peu les poches des opérateurs qui n'auront plus d'argent pour mettre des antennes, d'autres qui auront une stratégie de dire, les fréquences finalement on va les libérer, on vous les donne, mais on vous impose d'investir plutôt dans l'équipement pour avancer plus vite. C'est vrai qu'une stratégie européenne globale aurait été intéressante, surtout qu'encore une fois, l'industriel, le drone, l'IoT, tout ça va être important. Ça sera véritablement le cœur de ce que l'on pourra faire avec la 5G. Pas plus? Pas plus. Questions? On a déjà pas mal, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est cette promesse en fait de la capacité dans la télémédecine, dans les transports, cette promesse surtout de la circulation de l'information presque temps réel. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin, au bout d'un moment, de pouvoir presque, on parlera peut-être d'hologramme tout à l'heure, de projeter l'homme autre part que là où il est aujourd'hui. Ce qui va être intéressant, c'est, avec cette technologie, on va pouvoir faire ce qu'on appelle du network slicing, c'est-à-dire on va pouvoir faire des sous-réseaux. Comme tu l'introduisais tout à l'heure, on va pouvoir affecter une partie du réseau à certaines opérations. Ça peut être les services d'urgence, les pompiers, les services médicaux, ça peut être la voiture connectée et la ville connectée, et les transports, en fait, globalement, que ce soit la voiture individuelle ou le bus connecté, on va pouvoir aller dans cette voie. Et donc, fatalement, derrière, captation d'informations, traitement de l'information, on se rajoute un peu d'intelligence artificielle, et là, on va pouvoir avoir des services qui seront bien plus efficients au niveau du client final. Donc, une promesse, effectivement, de libération presque de l'information par les réseaux. Et donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental. On voit bien les premiers tests qui ont été montés d'ailleurs, entre Verizon et le New York Times sur le journalisme 5.0, avec l'Hôpital du Futur et AT&T et les 5 projets avec les labos de recherche. Enfin, on voit bien qu'effectivement, il y a un changement profond qui est en train de s'opérer, et c'est ça qui est absolument prodigieux. Alors, parce que nous, ça nous excite en même temps, et globalement, on comprend par vos commentaires que certains ne sont pas favorables à l'arrivée de la
5G. Mais en tout cas, c'est une révolution fondamentale. On pourrait peut-être même, est-ce qu'on peut comparer d'ailleurs, c'est une question ouverte, est-ce qu'on peut comparer en tout cas, c'est peut-être visible, ça à blockchain, à cette révolution finalement, tu vois, d'un côté la traçabilité de l'information, etc., puis de l'autre, la libération de la circulation de l'information. Alors, je pense qu'on peut comparer complètement, puisque ce sont deux technologies qui vont être complémentaires d'une façon extraordinaire, parce que à partir du moment où un objet va pouvoir, alors que ce soit un objet industriel, encore une fois, on revient pas là-dessus, à partir du moment où un objet va pouvoir traiter de l'information, que cette information, au niveau de sa transmission et de son traitement, va pouvoir être sécurisée par blockchain, on va trouver des dispositifs qui vont être à la fois au plus proche, entre guillemets, du client ou de la chose à contrôler, et en parfaite sécurité pour traiter les informations qui doivent être contrôlées. Donc on voit bien que ce sont des technologies qui sont extrêmement différentes, mais qui vont pouvoir associer, trouver, d'après moi, des ouvertures qui seront, pour l'instant on en imagine quelques-unes, mais qui sont infinies. Donc la 5G offrira-t-elle le salut à la blockchain ? Peut-être. Vous avez 4 heures, on vous laisse disserter. Alors, en même temps, 5G égale mobilité, égale téléphone, et c'est vrai qu'après ce Mobile World Congress très énergisant de conflits géopolitiques absolument passionnants, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Est-ce que, globalement, on investit ou on n'investit pas ? Et est-ce qu'on achète un 5G, puisqu'on a un terminal 5G, est-ce qu'on n'en achète pas ? Voilà, la question purement matérielle, au-delà de cet écran absolument magnifique, pliable, qu'on a pu voir sur le Mate X ou le Mate 10. De chez Huawei, Huawei bien sûr, dont on parle beaucoup. Alors cette année, beaucoup de terminaux 5G vont voir le jour. Le Mate 10 de Huawei que vous voyez à l'écran, Samsung y va de son Galaxy S10 version 5G, il y a des accords même avec, ils ont un peu enterré la vache de guerre entre Qualcomm et Apple. On imagine qu'ils vont pouvoir travailler puisque Qualcomm fournit les modems 5G. Bref, on voit que tout ça est en train de sortir. On voit bien aussi la problématique des fréquences. Donc là, c'est vrai qu'on aura des appareils qui seront probablement sur ces fameux 3,5 GHz, mais pas encore sur les ondes millimétriques, qui seront les ondes déployées plutôt après 2020. Ce qui est sûr, c'est que ces téléphones-là sont prêt pour la 5G d'aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui sera déployé en 700 MHz, c'est 3,5 GHz, cette 5G qui va être déployée assez rapidement puisqu'elle s'installe sur les infrastructures 4G. Donc, effectivement, globalement, si je traduis, on n'investit pas cette année, pas encore vraiment. On attend un peu. On attend un petit peu, et on attend surtout qu'en France tout se débloque, parce que globalement, on va peut-être acheter un terminal pas forcément capé pour monter sur des fréquences qui seraient à même de se développer dans les mois qui viennent. Alors, comment vont réagir les opérateurs au niveau de leur forfait ? Si on est satisfait de la 4G que l'on possède et de l'opérateur avec lequel on a contracté, passer à la 5G n'a pas pour nous véritablement d'intérêt. Encore une fois, est-ce que votre service de SVOD favori vous diffuse de la 4K ? Est-ce que vous allez vraiment y gagner ? Oui, vous allez avoir peut-être un peu plus de confort, et c'est vrai que dans certaines zones, eh bien, vous allez pouvoir vous servir de votre téléphone comme modem. Si vous avez un ordinateur portable à côté, ça peut être un petit peu pratique, mais c'est anecdotique. Donc finalement, un peu plus de confort, pour certains, c'est vraiment à négocier. Quand les ondes millimétriques vont arriver, est-ce qu'elles seront directement intégrées au téléphone ? Est-ce qu'elles seront plutôt destinées à des services professionnels ? Ça encore, c'est la grande question. Donc, on sait que la 5G va aller plus vite et apportera plus de confort assez rapidement sur les premiers contrats qui seront mis en place et les premiers déploiements. Les prochains déploiements avec justement cette promesse de zéro latence qui finalement est quand même extrêmement orientée industrie et services. Finalement pour nous, la zéro latence c'est relativement anecdotique. On voit bien que les services, par exemple, encore une fois, de SVOD, ont trouvé des solutions pour qu'on ait un minimum de latence quand on les lance. Donc pour nous, on peut attendre un petit peu, et puis selon les prix, de toute façon en France, c'est fin 2019, début 2020, on va en reparler tout à l'heure. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que les premiers téléphones sortent. On se précipite pas dessus. Voilà, on se précipite pas dessus. Voilà, faut être un bon père de famille, diront certains, et regarder un petit peu juste ce qui se passe en termes de promesses et de débit, et puis lire un peu les premiers retours d'expérience qu'il y aura sur les sites spécialisés. Bon, alors, on peut pas parler, t'en as commencé à en parler un petit peu, mais on ne peut pas ne pas parler de Huawei, parce que c'est vrai qu'ils sont au centre depuis le début d'année.
d'un conflit presque géopolitique, hein, finalement, un enjeu presque de souveraineté, face à cette, finalement, ce conflit entre d'un côté les États-Unis et de l'autre côté Huawei. Qui sont les gagnants et les perdants? Qui sont ces acteurs de la techno qui gagnent des parts de marché? Qui sont ceux qui en perdent? Qui sont ceux qui reviennent? Globalement, où est-ce qu'on en est? C'est quoi le state of the art Alors, ouais. Tu as la parole. Un petit graphique que vous pouvez voir. Donc déjà, vous voyez un peu l'état du marché et les grands faiseurs de ce marché. Donc Huawei, ZTE pour les Chinois, Nokia, Ericsson pour les Européens, Cisco pour les Américains. Et donc on voit bien que c'est vrai depuis 3 ans. Huawei qui s'appuie quand même sur un marché chinois qui est gigantesque. Oui, hein. Donc il s'appuie avec ZTE qui sont son concurrent chinois, il s'appuie sur un marché qui est très très important. Nous de notre côté, on a Ericsson qui est suédois, on a Nokia qui est finlandais. Ce sont les forces européennes en matière de télécom, d'antennes et de cœur de réseau. La problématique aujourd'hui, même s'ils s'en défendent et même si personne n'a réussi à prouver quoi que ce soit, c'est vrai que pour favoriser soit une entreprise comme Cisco, soit des Européens, certains hommes politiques qui tweetent beaucoup ont annoncé que Huawei était un peu persona non grata sur leur territoire, parce que on prend le risque qu'au cœur des réseaux, la réponse des Européens et notamment du président d'Orange qui dit nous mais on a des ingénieurs spécialisés qui sont quand même capables de savoir si à l'intérieur du dispositif que l'on installe il y a un ou plusieurs backdoors qui permettraient aux fournisseurs Huawei ou ZTE d'aller chercher de l'information. On voit bien qu'à partir du moment où dans la 5G tout va être connecté, c'est vrai que le danger il est là. L'information qui transite, c'est capital, c'est un certain danger. C'est une révolution encore une fois. Donc c'est tout à fait important de se dire les opérateurs doivent avoir parfaitement confiance en ces fabricants qui leur fabriquent les systèmes de cœur de réseau. Maintenant, Huawei a ouvert ses portes. Voilà, c'est ça, ils ont fait une opération blanche et transparence, hein, parce que finalement l'ensemble de leurs laboratoires sont ouverts pour venir tester leurs infrastructures, tester les codes. Enfin, donc globalement, on peut pas leur enlever ça. Maintenant, après, nous, ce que l'on se cache dans le détail du hardware. Hein. Voilà, exactement. Alors, est-ce que les États-Unis, avec Cisco, par exemple, vont avoir une véritable stratégie, une véritable politique? Est-ce que l'Europe, avec ces deux fabricants que sont Ericsson et Nokia, peuvent déployer une véritable stratégie? En fait, les États-Unis et l'Europe doivent se comporter d'une certaine façon comme la Chine s'est comportée avec ZTE et Huawei. C'est-à-dire qu'ils doivent avoir une vraie stratégie industrielle qui d'une certaine façon favorise leurs équipementiers, et c'est pas la peine d'aller chercher des poux dans la tête, hein, c'est juste de dire ayons une stratégie et soyons capables de mettre en place les bandes de fréquences assez rapidement pour que ces industriels puissent proposer des solutions et les tester rapidement. Enfin, ils en proposent déjà, hein, ils savent faire, mais avoir une vraie stratégie pour qu'ils puissent déployer leurs compétences. Ce qui est un peu effectivement le nerf de la guerre en ce moment, ce dont on parle effectivement beaucoup dans les revues ou articles et blogs spécialisés. Alors, l'autre question fondamentale, c'est quand même, va-t-on mourir demain? Oui, alors, c'est toujours pareil, c'est les craintes que l'on a face aux antennes. Alors, certains scientifiques avaient proposé quand même un moratoire par rapport aux antennes. Là, vous voyez une illustration que l'on vous passe sur les normes en vigueur, sur le nombre de volts par mètre qui sont autorisés pour les différents types d'émissions, que ce soit les antennes télé, les téléphones mobiles, etc., etc. Ce que répondent les structure gouvernementale, c'est que de toute façon, les opérateurs devront rester dans ces normes en vigueur. Alors, toute la question est-ce que ces ondes millimétriques, est-ce que la façon qu'elles ont d'être utilisées à portée de nos oreilles et de notre boîte crânienne, finalement, sont-elles plus dérangeantes ou pas? Alors, quand on va chez les opérateurs, évidemment, ils nous disent non. Ils disent bon, il y a des milliers d'études qui nous disent il n'y a pas de problème. Il y a aussi des scientifiques. Bon, alors qui sont-ils payés? C'est toujours pareil. Ils disent il n'y a pas de problème. De l'autre côté, on connaît la célèbre association Robin des Toits qui va nous dire ça pose des problèmes parce que certes les fréquences en elles-mêmes ne sont pas dangereuses, mais la façon dont les téléphones les utilisent et c'est-à-dire la densité peuvent être peut-être multiplie le nombre d'antennes et puis on multiplie donc voilà. Et on n'a pas de recul suffisant et
quand bien même, comment pourrions-nous avoir le recul suffisant sur une technologie qui est à peine sortie. Voilà, faudrait-il tester pendant 10 ans avant d'approuver la technologie. Donc en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Pour l'instant, on peut dire que par précaution, faites comme beaucoup, que vous prenez un petit casque, que vous vous éloignez de votre téléphone quand vous êtes en conversation. Je ne fais pas de publicité pour les différents devices qui sont sans fil, mais vous en prenez un sans fil, et puis vous avez comme ça votre téléphone qui est dans votre sac, dans votre poche, et vous êtes plutôt éloigné. Alors certains vont dire... du Bluetooth. Oui, mais alors c'est du Bluetooth, alors bon, voilà. Bref, en tout cas... Sinon vous mettez du papier d'aluminium. Mais bon, c'est vrai, il y a des gens qui sont électrosensibles. On peut pas le nier. Maintenant, c'est une fraction extrêmement faible de la population. Mais voilà, on ne peut pas le nier. Donc c'est un problème. Mais pour l'instant, il y a de moins en moins de zones blanches. Et il y a de moins en moins de zones blanches. Il faut dire aussi ce qui est. Alors, globalement, on voit bien que toutes ces technologies sont fondamentalement différentes. C'est des évolutions et des grands gaps. En France, c'est pour quand ? Vraiment, quand on va parler de 5G, on nous a dit c'est pour la fin de l'année 2019. On voit bien que sur les États-Unis, c'est déjà lancé avec dès septembre des offres triple play qui sont en train d'arriver. Enfin, globalement, la France, on en est où ? La 5G is coming. Alors, la 5G, le 18 avril, donc il y a quelques jours, il y avait la grande conférence annuelle d'Orange qui était sous l'égide de la 5G, vous le voyez sur l'écran, qui nous promet quoi ? Alors, ils nous promettent, déjà au Mobile World Congress, ils nous promettent des premiers forfaits fin 2019. Ils nous promettent une installation dans la prolongation des villes tests, ici les Moulineaux, Paris Place de l'Opéra, Bordeaux, Nantes, Lille, etc. Marseille, on va en oublier évidemment. Il y a un certain nombre de lieux tests qui ont été choisis depuis déjà quelques mois. Donc ils vont déployer autour de ces lieux tests. Ils nous promettent également un premier terminal 5G labellisé Orange pour début 2020, c'est-à-dire, on nous annonce le 18 avril un terminal qui sera disponible début 2020 au moment où la 5G sera commercialisée, donc on peut en déduire que pour eux, leur roadmap c'est début 2020. Donc, grosse annonce à attendre sur la prochaine édition du CES avec Orange, très certainement. Bon, on espère. Oui. En tout cas, la question c'est à quand pour les amateurs de smartphones siglés d'une pomme, à quand la pomme 5G ? Oui, mais on sait très bien, on l'a vu avec Apple Music, ils arrivent avec un peu de retard. Toujours avec un peu de retard. Par contre, ils pètent le marché. Voilà. En fait, ils attendent une forme de maturité pour arriver avec quelque chose qui est absolument... Ce qui est en contradiction avec ce qu'ils ont fait depuis 10 ou 15 ans. Enfin, mais donc, globalement, effectivement, oui, on sera les premiers, en tout cas, je serai les premiers à faire la queue. Voilà. Alors, globalement, est-ce qu'il y a un acteur qui se dégage un peu plus, effectivement, sur un développement, on a vu que Sony, mémoire, avait vraiment lancé le vrai 5G pur, etc., téléphone, mais alors super épais. Oui, alors c'était un prototype. Oui, ils étaient déjà prêts, globalement, d'un point de vue techno, mais bon, pas d'un point de vue miniaturisation, presque à rivaliser avec Ericsson, le Energizer, dont on vous a montré le gros paquebot. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a un acteur qui se dégage plus particulièrement que les autres ? Oui, aujourd'hui, on va dire que ce sont les acteurs qui viennent malgré tout du sud-est asiatique. C'est Samsung et c'est Huawei. C'est eux qui se dégagent. Et puis, si on va un petit peu plus loin, au Japon, c'est Sony qui pousse et OnePlus. Enfin bon, avec le 5G, on a relativement peu d'acteurs. Européens, il en reste plus beaucoup parce que Nokia, la marque Nokia en termes de téléphonie a été rachetée. Bon, les acteurs américains, on les connaît, les Motorola, les Apple. Eux sont peut-être encore... On attend, c'est vrai que comme c'était l'année où on nous présentait plutôt les écrans souples, on s'est dit, écran souple, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces nouveaux smartphones, etc. La 5G, c'est vrai qu'un écran souple et puis un beau film 4K en 5G, ça a un sens. Mais ça, c'est le Huawei. Bon, donc globalement, on attend, wait and see, mais en tout cas, cette vidéo aura permis de couvrir un peu toutes les questions qu'on a au travers des différents commentaires sur nos vidéos, et particulièrement celles sur les réseaux et sur la 5G notamment. C'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, c'est une technologie dont on parle depuis, c'est pas une nouvelle technologie, c'est une nouvelle version de technologie dont on parle depuis déjà presque 2 ans. Elle arrive fondamentalement sur cette année de transition qu'est 2019. L'idée c'était de vous faire le tour d'horizon. Est-ce que tu penses qu'on a couvert l'ensemble des sujets ? On a essayé, j'espère qu'on a essayé de répondre aux grandes thématiques et aux grandes questions qui nous permettent de cadrer à quoi ça sert, qui seront les acteurs, quels seront les bénéfices pour nous. Maintenant, on va simplement un peu attendre et regarder, mais tout tourne autour des 8 ou 9 sujets que l'on a traités. Les problématiques de santé, les problématiques de device, les problématiques de fonctionnalité. Voilà. Tout est là. Donc, on espère que cette compile aura répondu à vos questions par rapport
à la 5G. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, parce que d'ailleurs, il faudra qu'on attaque progressivement, alors déjà une sur Viva très prochainement, parce que c'est quand même Vivatech la semaine prochaine, donc on sera en conférence sur Vivatech, et donc on vous invite à passer nous voir, on vous enverra le programme, et puis très rapidement ensuite, on va arriver sur la période estivale avec la repréparation ensuite de l'IFA, la sortie, nous travaillons ardemment dessus, du Survival Guide pour l'ensemble des tech events sur la planète, comment survivre, comment préparer, etc. Pareil, plein de vidéos à venir. Les Digital Women aussi. Oui, alors on essaie c'est pas facile. Donc bon, on vous promet un épisode. Les Digital Ladies, oui, effectivement. Mérette, si tu nous vois, réponds. Réponds. Non, réponds. Enfin, c'est à nous de te contacter. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Et c'est parfait. On vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos différentes questions. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner également à nos différents supports. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures autour du digital. Bye bye.